Bonjour, chercheurs, bienvenue sur cette chaîne, où nous découvrons l'histoire du peuple le plus ancien du monde, le peuple slave. Jusqu'ici, nous avons vu que, selon Jordanès, les Goths sont un peuple scythe, un peuple doté d'un pouvoir royal et d'un culte du héros clairement affirmé. Nous avons également vu que, selon Jordanès, les Gètes sont un peuple ancien. Et encore quelque chose d'extrêmement important, nous avons vu qu'ils possèdent leur propre langue, la langue scythe. Afin de poursuivre notre recherche sur la Gética, il est nécessaire de clarifier un point clé. Dans la Gética de Jordanès, il n'existe pas de chronologie stricte. Il parle d'un événement, puis passe à un autre événement appartenant à une période temporelle différente, après quoi il revient en arrière et entame un troisième événement dans un troisième horizon temporel. Cela montre clairement que Jordanès dispose de nombreuses sources différentes, qu'il combine dans son récit. Il apparaît également clairement que, selon Jordanès, les Goths ont trois principaux lieux de résidence, autour du fleuve Vistule, en Mésie, en Thrace et en Dacie, et comme troisième résidence, dans les terres situées au nord de la mer Noire. Il en résulte l'image suivante. Le récit de Jordanès commence avec Philimère. Mais tous les peuples qu'il décrit autour des Goths lors de leur séjour près de la Vistule sont des peuples de l'ère nouvelle. Lorsque toutefois Jordanès commence à parler de la deuxième résidence, en Mésie, en Dacie et en Thrace, il se situe déjà dans des temps avant Jésus-Christ. Lorsqu'il passe à la troisième résidence, au nord de la mer Noire, il raconte de nouveau des événements appartenant à une autre couche temporelle. Cela apparaît le plus clairement lorsque Jordanès commence à parler de la bataille entre Tanosie et Vésosis. Après la fin de ce récit, un événement daté autour de l'année 1177 avant Jésus-Christ, il insère soudainement un récit sur les Amazones. Or, les Amazones sont datées bien plus tôt que l'époque des peuples de la mer. Ces événements appartiennent plutôt à une autre expédition vers l'Égypte, celle des Hyksos. Autour de l'année 1650 avant Jésus-Christ, il est évident que Jordanès entremêle deux événements différents dans un seul récit. D'une part, il place au centre les peuples de la mer, une migration de grande ampleur, au cours de laquelle des communautés entières se déplacent avec les femmes et les enfants, et où l'on observe un véritable déplacement de peuple. D'autre part, l'invasion des Hyksos a un caractère tout à fait différent, une expédition d'une élite militaire, dans laquelle il est tout à fait possible que les hommes combattants aient laissé leurs femmes en arrière. Ce sont précisément ces femmes qui sont plus susceptibles d'être devenues ce que la tradition antique décrit comme des Amazones. Et la chronologie des Hyksos et des Amazones coïncide, ce qui montre encore davantage que Jordanès réunit différentes couches temporelles dans un seul récit. Par conséquent, les passages que nous allons examiner sont datés d'environ 1650 avant Jésus-Christ jusqu'à la guerre de Troie. Cela nous offre une perspective encore plus ancienne sur le peuple scythe et sur sa place dans l'histoire. Suit une citation de la Gética. Par le sort, Lampéto resta pour garder les frontières natales, tandis que Marpésia, prenant avec elle une armée de femmes, conduisit un nouveau type de troupes en Asie et, vainquant divers peuples par la guerre, et en apaisant d'autres par la paix, atteignit le Caucase. Là, elle demeura un certain temps et donna son nom au lieu, le rocher de Marpésia, dont Virgile parle également. Comme s'il se dressait un dur silex sous le rocher marpésien, c'est précisément en ce lieu qu'Alexandre le Grand éleva plus tard des portes appelées les portes caspiennes, que le peuple des Laz garde aujourd'hui comme une fortification romaine. Là, les Amazones demeurèrent un certain temps et se fortifièrent. De là, après avoir franchi le fleuve Alem, qui coule près de la ville de Gargara, elles soumirent avec le même succès l'Arménie, la Syrie, la Cilicie, la Galatie, la Pisidie et toutes les régions de plaine de l'Asie.
Elles se tournèrent aussi vers l'Ionie et l'Éolie, qu'elles rendirent tributaires. Ayant dominé ces régions pendant longtemps, elles fondèrent des villes et des camps portant leur nom. À Éphèse, elles élevèrent également le temple de Diane. Avec des richesses somptueuses et une beauté admirable, en raison de leur habileté dans l'art du tir à l'arc et de la chasse, auquel elles se consacraient. Ainsi, les femmes nées en Scythie, par la volonté du destin, conquirent les royaumes asiatiques et les gouvernèrent pendant près de 100 ans, puis retournèrent auprès de leurs parentes sur les rochers marpésiens, dont nous avons parlé plus haut, précisément dans la montagne du Caucase. Suit un commentaire. Dans ce passage, Jordanès nous raconte le parcours des Amazones et le fait qu'elles ont laissé des traces sous forme de toponymes, de temples et de villes dans les terres qu'elles ont conquises. Les territoires qu'il énumère comme ayant été soumis par les Amazones sont désignés par des noms géographiques contemporains de Jordanès, et non par les noms des peuples et des royaumes qui existaient en Asie mineure, en Syrie et en Arménie à l'époque des événements eux-mêmes. Cela montre que Jordanès utilise des notions compréhensibles pour son lecteur afin de décrire une réalité bien plus ancienne. Ce qui est important pour nous ici, c'est la position chronologique du récit. Selon Jordanès, les Amazones gouvernèrent l'Asie mineure pendant environ 100 ans, après quoi elles se retirèrent de nouveau vers le Caucase. Le récit de Jordanès nous permet d'ordonner les événements selon une ligne chronologique claire. Autour de l'année 1650 avant Jésus-Christ se forme la communauté amazonienne, qui pendant près de 100 ans domine des parties de l'Asie mineure, de la Syrie et de l'Arménie. La fin de cette domination coïncide avec l'essor et le renforcement du royaume hittite autour de l'année 1550 avant Jésus-Christ, lorsque les Amazones se retirent vers le Caucase. Suit une citation de la Gética. Craignant que leur descendance ne diminue, elles recherchèrent l'union avec les peuples voisins, organisant un marché une fois par an, à la condition que, par la suite, revenant chaque année le même jour, tout ce qui naîtrait de sexe masculin soit remis au père, et tout ce qui naîtrait de sexe féminin soit élevé par la mère pour l'art de la guerre. Ou bien, comme le pensent certains, les garçons nés étaient livrés à une mort misérable par la haine de la marâtre. Ainsi, chez elles, la naissance des enfants était chose odieuse. Bien qu'elle soit partout considérée comme une bénédiction, cette cruauté leur attirait la plus grande crainte dans l'opinion répandue. Car quelle espérance, je le demande. Un prisonnier pouvait-il avoir là ou même envers un fils il était considéré comme un crime de montrer de la pitié? Contre elle, dit-on, Héraclès fit la guerre et les soumit presque davantage par la ruse que par la force. Et Thésée emmena Hippolyte comme butin, de laquelle il engendra Hippolyte. Et ces Amazones eurent plus tard pour reine Penthésile, dont il existe les témoignages les plus clairs issus de la guerre de Troie. Car on dit que ces femmes exercèrent le pouvoir jusqu'au temps d'Alexandre le Grand. Suit un commentaire. Dans ce passage de la Gética, Jordanès nous montre la manière dont ces femmes guerrières ont réussi à maintenir leur communauté militaire pendant des centaines d'années. Il apparaît clairement que les enfants de sexe féminin sont élevés et formés exclusivement pour l'art de la guerre. Dans ce modèle, il n'y a pas de place pour l'agriculture ni pour l'élevage. Ce n'est pas une société ordinaire, mais une communauté guerrière, fermée, existant uniquement par la guerre. C'est précisément cela qui explique comment, dès la plus haute Antiquité, approximativement à partir de l'année 1650 avant Jésus-Christ, et jusqu'à l'époque d'Héraclès et de Thésée, les Amazones ont réussi à maintenir cette communauté militaire vivante. Il est important de souligner qu'Héraclès et Thésée appartiennent à la même tradition scythe que les Gètes et les Amazones. Ils ne sont pas des figures extérieures, mais font partie d'un même cercle héroïque et culturel. Enfin, Jordanès note que les Amazones participèrent également à la guerre de Troie.
Ce qui montre comment ce récit relie différentes époques au sein d'une longue tradition ininterrompue. Suit une citation de la Gética, mais que l'on ne dise pas. Pourquoi ? Après avoir commencé à parler des hommes d'Ego, nous attardons-nous si longtemps sur les femmes ? Écoute donc aussi la célèbre et digne d'éloge bravoure des hommes. L'historien Dion, le plus zélé des chercheurs des Antiquités, qui donna à son ouvrage le titre de « Gética » et que les Gètes sont d'Ego, comme nous l'avons démontré plus haut, en témoignent Orose et Paul. Mentionne qu'après longtemps ils eurent un roi du nom de Téléphos. Et afin que personne ne dise que ce nom est entièrement étranger à la langue gothique, que nul ne s'en étonne. Car il est habituel que les peuples empruntent des noms les uns aux autres, les Romains aux Macédoniens, les Grecs aux Romains, les Sarmates aux Germains, et les Goths le plus souvent aux Huns. Ce Téléphos, fils d'Héraclès, né d'Augée et apparenté par mariage à la sœur de Priam, était véritablement de haute stature, mais encore plus redoutable par sa force. Égalant la bravoure paternelle à ses propres vertus, il rappelait Héraclès jusque dans sa ressemblance corporelle. C'est pourquoi les ancêtres appelèrent son royaume Mésie. Cette région a à l'est les embouchures du Danube, au sud la Macédoine, à l'ouest l'Istrie, et au nord le Danube lui-même. Ce roi fit la guerre aux Danaens, au cours de laquelle il tua Thésandre, chef des Danaens, et tandis qu'il attaquait avec fureur Ajax et poursuivait Ulysse, il tomba de son cheval. Entravé par des vignes, et fut blessé à la cuisse par la lance d'Achille, de sorte qu'il ne put guérir pendant longtemps. Malgré cela, bien que déjà blessé, il chassa les Danaens de ses terres. Après la mort de Téléphos, le pouvoir fut hérité par son fils Eurypyle, né de la sœur de Priam, le roi phrygien. Celui-ci, poussé par son amour pour Cassandre, voulut participer à la guerre de Troie afin d'aider ses parents et son beau-père, mais peu après son arrivée, il fut tué. Suit un commentaire. Dans ce passage, Jordanès renforce son affirmation selon laquelle les Goths et les Gètes sont un seul et même peuple. Il mentionne ensuite le roi Téléphos, roi des Mysiens, en soulignant explicitement qu'il s'est longuement attardé sur le récit concernant les femmes des Goths et qu'il passe maintenant au récit des hommes. C'est précisément ici que Jordanès introduit Téléphos et son père Héraclès. L'auteur précise que la mère de Téléphos est Augée, prêtresse d'Athènes, et que son épouse est la sœur de Priam. Cela dessine un espace-site commun englobant les Balkans et l'Asie mineure, dans lequel existent des liens matrimoniaux, une culture commune et un monde religieux commun. Cela est également confirmé par le fait que Thésée et Hippolyte, avec leur fils Hippolyte, appartiennent eux aussi à ce cercle culturel. De cette manière, Jordanès relie directement les Mysiens et leur pouvoir royal à la figure d'Héraclès. Il est également important de noter que Téléphos mène une guerre contre les Danaens avant la guerre de Troie et sort victorieux de ce conflit. Enfin, Jordanès mentionne aussi le petit-fils d'Héraclès, Eurypyle, qui participe à la guerre de Troie. Ainsi se dessine l'image de deux communautés interconnectées, entremêlées dans une tradition historique et héroïque commune. Le récit de Jordanès nous permet d'ordonner les événements selon une ligne chronologique claire. Autour de l'année 1650 avant Jésus-Christ se forme la communauté militaire amazonienne, qui pendant près de 100 ans domine des parties de l'Asie mineure, de la Syrie et de l'Arménie. La fin de cette domination coïncide avec l'essor et le renforcement du royaume hittite autour de l'année 1550 avant Jésus-Christ, lorsque les Amazones se retirent vers le Caucase. Après cette transition, Jordanès tourne son attention vers les hommes des Scythes, en introduisant Héraclès, puis Téléphos, roi des Mysiens. Téléphos mène une guerre victorieuse contre les Danaens avant la guerre de Troie, et son fils Eurypyle appartient déjà à la génération de la guerre de Troie, où ce long processus atteint son point culminant. Ainsi, Jordanès ne nous transmet pas une mythologie,
mais une mémoire historique cohérente d'un ancien monde scythe. Développé depuis la plus haute antiquité jusqu'à la fin de l'âge du bronze. Jordanès nous montre clairement, à travers les liens matrimoniaux, que la population ayant habité les Balkans, l'Asie mineure et toute la région autour de la mer Noire représentent la zone primaire à partir de laquelle se sont dispersées les tribus scythes. Il s'agit d'un espace culturel et historique commun, dans lequel agissent les mêmes traditions de lignée royale. Il est important de préciser que les tribus thraco-pélagiques au sud des Balkans constituent la base de la migration connue sous le nom de mouvement des peuples de la mer, tandis que les Mysiens au nord des Balkans constituent la base de la dispersion vers le nord, vers la Vistule et l'Oder. De cette manière, nous pouvons voir que les Polonais d'aujourd'hui sont les descendants des Mysiens et, à travers eux, d'Héraclès, dans le cadre de cette ancienne tradition scythe. Merci, amis, d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez votre opinion dans les commentaires.